Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi, je mets en route le timer parce que j'ai tendance à être très bavarde, donc je l'aurai sous les yeux. Voilà, donc je vous remercie, je remercie les organisateurs de l'Université d'été de me redonner la parole cette année pour évoquer le rôle que les citoyens, que les habitants du territoire peuvent jouer dans la transition énergétique. Alors je vais commencer par quelques éléments de contexte qu'on a déjà cités à plusieurs reprises hier. Le premier, c'est finalement l'échec aujourd'hui du marché traditionnel pour financer la transition énergétique. On voit qu'aujourd'hui, ça a été rappelé hier, on investit encore plus aujourd'hui dans les infrastructures de production d'énergie à base d'énergie fossile que dans les énergies renouvelables, malgré les alertes répétées du GIEC, malgré l'injonction des scientifiques à réduire notre consommation d'énergie fossile. Un deuxième élément de contexte, c'est la crise financière qu'on a connue en 2008, qui a fait que les citoyens commencent à se poser la question de à quoi sert mon argent, d'une certaine façon. Aujourd'hui, on a la crise économique qui fait qu'on a des taux d'épargne records en France. Le taux d'épargne des ménages a atteint les 7% cette année. C'est un point de plus que l'année dernière. Donc, dans un même temps, on se demande à quoi sert notre argent. On épargne de plus en plus. Et là, c'est une étude qui a été publiée en 2010 qui montre que 5 000 € placés sur un compte en banque aujourd'hui en France, sur des actions françaises ou européennes, ça équivaut aux émissions de gaz à effet de serre produites par un 4x4 sur une année. Donc dans un même temps, on épargne pour se protéger, pour préparer l'avenir, et cet argent épargné ne contribue pas à la solution du problème, mais à l'aggravation des changements climatiques. Et puis, dernier élément de contexte, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, les travaux d'efficacité énergétique, ça va être très capitalistique. Il faut qu'on investisse aujourd'hui pour économiser demain. Malheureusement, les caisses de l'État sont presque vides. Donc voici les éléments de contexte. Alors pour ceux qui étaient là l'an dernier, j'ai choisi une présentation un petit peu différente, donc de ne pas me concentrer sur le financement des énergies renouvelables, mais de me concentrer sur le civic crowdfunding. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le crowdfunding? En gros, c'est l'utilisation de l'outil Internet, de l'outil numérique, pour agréger des petites sommes. On peut imaginer que si un millier de personnes mettent 50 €, on arrive à des sommes significatives qui permettent de financer des projets. Alors le crowdfunding, c'est quelque chose de complètement nouveau. La première plateforme a été lancée en 2005 aux États-Unis, c'était la plateforme Kiva. On voit que depuis 2005, le nombre de plateformes qui apparaissent à travers le monde est en croissance exponentielle. Et les ordres de grandeur des fonds collectés par ce système, c'était un petit peu moins de 3 milliards en 2012, de l'ordre de 5 milliards en 2013. Alors c'est une approche qui a démarré aux États-Unis parce qu'ils étaient un petit peu en avance en termes à la fois de révolution numérique, de pénétration d'Internet, et puis parce que l'activité, le mécénat était peut-être quelque chose de plus répandu dans cette culture-là. Mais on voit sur les statistiques de 2012 que finalement l'Europe n'est pas en reste. Sur ce dernier petit schéma, on voit les différentes sortes finalement de crowdfunding. En vert, vous avez le don, on va dire le don pur et simple. C'était l'activité initiale, finalement vraiment l'activité de mécénat. Vous donnez un projet sans attendre de contrepartie. Et on voit que le secteur qui s'est le plus développé, le secteur qui est le plus important aujourd'hui, c'est le prêt. Donc les citoyens, une partie des citoyens ne sont plus dans une position de don, mais dans une position d'investissement d'une certaine façon. Et quand on voit aujourd'hui en France, le don pur et simple, selon les sources, c'est entre 2 et 4 milliards d'euros, alors que l'épargne financière annuelle des ménages, on est de l'ordre de 80 milliards d'euros. Donc on voit que le gisement en termes de prêts est beaucoup plus important que le gisement en termes de dons. Et puis le secteur qui a le plus augmenté sur ces dernières années, c'est le don contre contrepartie. Là, il s'agit, lorsque vous financez un projet, d'en retirer un petit bénéfice symbolique. Pour 5 €, vous avez un email de remerciement. Pour 15 €, vous avez une carte postale. Pour 100 €, vous avez le t-shirt du projet. Et puis, le secteur qui reste marginal aujourd'hui, c'est la participation en fonds propres, en capital, qui est marginal du fait de la complexité réglementaire et juridique pour ouvrir aux citoyens ce type
ce type de financement. Donc là, vous avez les chiffres au niveau mondial. Voici les dernières statistiques au niveau français. Donc pour l'année 2013, on était à peu près à 80 millions d'euros collectés en France. C'était 10 fois plus que 2 ans plus tôt. Et les dernières statistiques pour le premier semestre 2014, on est à 66 millions d'euros collectés à début juillet. C'est le double par rapport à l'année dernière. Donc on peut imaginer faire x2 sur l'année 2013. Quand on regarde le type de financement participatif en France, on a encore le prêt qui est le secteur majoritaire, suivi du don, suivi de la participation en capital. Et quand on regarde les secteurs qui sont financés par ce financement participatif, on voit que le premier secteur, c'est le financement d'entreprises. Donc quand on dit que les Français sont fâchés avec l'entreprise, ces chiffres le démentent parce que les citoyens sont prêts aujourd'hui à soutenir les entrepreneurs locaux ou à soutenir les projets innovants dans les secteurs qui les intéressent. On voit aussi sur ce graphique que le secteur énergie, pour l'instant, c'est un parent pauvre du crowdfunding parce que voilà, les outils sont en cours de construction. Alors moi, j'avais voulu me focaliser non pas seulement sur le crowdfunding des énergies renouvelables, mais sur ce qu'on appelle aujourd'hui le civic crowdfunding. Donc on va dire, un des exemples les plus célèbres que la majorité des Français connaissent, c'est My Major Company, où vous allez financer le disque de votre idole, un nouveau jeu vidéo, etc. Dans civic crowdfunding, on se concentre sur des projets d'intérêt général, d'intérêt public, qui sont en général portés ou réalisés en partenariat avec des collectivités locales. Et là, vous avez une thèse qui a été publiée en mai l'année dernière, qui a analysé plus de 1000 projets recensés sur 3 ans entre 2010 et 2014. L'ensemble de ces projets, ça portait sur 10 millions d'euros sur 3 ans. Et les plateformes qui ont été sondées par le chercheur sont ces 7 plateformes-là, donc essentiellement des plateformes américaines, dont une partie sont dédiées uniquement à des projets de civic crowdfunding, comme Neighborly. IOB, c'est In Our Backyard, par opposition à Not in My Backyard. Mais vous avez également dans cette liste-là une plateforme comme Quickstarter, qui est une plateforme très, très généraliste. J'attire votre attention sur le fait que dans cette liste-là, il n'y a aucune plateforme dédiée au financement d'énergie renouvelable. Elles n'ont pas fait partie de l'étude. Une des analyses qui ressort de ce recensement, c'est que la taille moyenne d'un projet de civic crowdfunding, finalement, c'est relativement modeste. On est sur des projets autour de 6 000 $, mais qu'on a une distribution très large et qu'on a pour les projets phares des sommes de l'ordre de 500 000 $ qui sont atteintes. Alors l'essentiel, oui, ce qui est intéressant, là, sur une plateforme généraliste comme Quickstarter, sur l'ensemble des projets qui sont déposés sur la plateforme, il n'y en a que 60 qui réussissent leur financement, qui réussissent leur campagne de crowdfunding. Ça veut dire qu'il y a 40% des projets qui sont déposés sur la plateforme qui échouent à lever les fonds, alors que lorsqu'il s'agit de projets de civic crowdfunding, le taux de réussite est de 80%, ça veut dire que le taux d'échec est divisé par 2. Donc là, les conclusions de l'auteur, c'était un projet d'utilité publique, d'intérêt général, a plus de chances d'être financé par les citoyens qu'un projet sans cette portée-là. Une grande partie, la majorité des projets portaient sur l'aménagement de l'environnement local, donc aménagement d'espaces verts, de jardins, de pistes cyclables, etc. En revanche, là, et un petit peu en écho à un des éléments de contexte que j'ai cité en introduction sur le fait que les caisses de l'État étaient vides, une des interrogations qui est portée par les auteurs, c'est est-ce que cet appel au financement citoyen, au financement participatif, comment ça va s'articuler avec le financement des collectivités? Est-ce que ça va être une substitution de financement public par des financements privés citoyens, ou est-ce qu'au contraire, ça va avoir un effet de levier avec des collectivités qui vont abonder les projets qui sont en partie financés par les citoyens. Une autre question qui peut être levée par cette approche-là, où les riverains d'un projet vont financer ou pas ce projet, c'est est-ce que ça risque d'accroître les inégalités entre quartiers, entre régions, dans la mesure où l'impôt a une vocation de redistribution entre quartiers, entre territoires, entre régions, alors qu'on n'est pas sûr, le civic crowdfunding ne garantit pas du tout cette redistribution. Je vais vous montrer maintenant 2 exemples de civic crowdfunding qui ont un lien avec la transition énergétique.
Le premier, c'est celui, on va dire, c'est la plus grande campagne de civic crowdfunding hors financement d'énergie renouvelable. C'est celui du financement d'un système de vélo-partage à Kansas City, où les organisateurs ont réussi à lever via la plateforme de crowdfunding 420 000 $. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que le projet global portait sur plus d'une dizaine de stations de vélo type Yellow ou Vélib, et que le projet a été découpé par station. Donc les citoyens de Kansas City étaient appelés finalement à voter à travers leur financement pour la station, j'allais dire en bas de chez eux ou à côté de leur lieu de travail. Et donc là, la campagne de crowdfunding, outre l'aspect collecte de financement, avait ce côté campagne de communication, mais également étude de marché. Quelles sont les stations qui répondent le plus à une attente de mes citoyens, de mes habitants, et quelles sont du coup celles qu'il faut que je construise en premier, parce que c'est elles qui seront utilisées les premières et qui montreront le succès de l'opération. Après cette campagne-là, il a fallu le temps de déploiement des infrastructures et l'équipe est en train de remettre en place une nouvelle campagne de financement participatif pour développer encore le réseau et lever la cible actuelle, c'est 1 million de $. Alors, ce que je trouvais intéressant, là, dans les statistiques et la communication autour du projet, B-Cycle a montré que 40% des trajets qui sont réalisés sur le système de vélo-partage se substituent à la voiture. Donc, c'est vraiment un projet qui contribue à la transition énergétique. Oui, ouais, ok, je me dépêche. Deuxième exemple, moins glorieux quelque part, qui montre comment donc Highland Park, une petite commune de Detroit, dont les caisses étaient complètement vides, plus capable de payer l'éclairage public. L'entreprise privée d'éclairage public démonte tous les lampadaires et là, les citoyens s'organisent pour remettre en place un éclairage public autonome via des panneaux solaires et des batteries. Première campagne pour financer le lampadaire pilote réussi sur Indiegogo, 6 000 $. Et là, les équipes s'organisent pour lever 1,5 million de $ pour rééquiper toute la ville avec 200 lampadaires. J'arrive maintenant sur le financement participatif des énergies renouvelables, voilà, avec un nombre de plateformes. On atteint une dizaine de plateformes aujourd'hui à travers le monde. Celle qui a levé le plus de capitaux, celle qui a fait le plus gros projet, c'est Abondance aux États-Unis, dont le plus gros projet atteint 1,4 million de livres pour un projet éolien. On voit que l'investissement, c'est à partir de 5 pounds, mais en moyenne, on est à 4 000 pounds par personne, avec une grande distribution. Les gens qui vont mettre 25 ou 50 € pour soutenir de façon symbolique les projets, et ceux qui vont investir 10 000 €. Et puis Mosaïque aux États-Unis, et pour l'UMO, je vous ai présenté l'an dernier, donc ceux qui veulent en savoir plus, je répondrai aux questions pendant la pause. On vise à être la première plateforme de financement participatif des énergies renouvelables en France. Voilà, merci. Tout ça, c'était un teasing pour l'UMO.